Comment garantir un accès équitable et durable à l'eau? Bonjour, c'est Pénélope Hérault, je suis journaliste météo et climat pour BFM TV. Vous écoutez la question météo-climat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément vital, l'eau. Elle compose nos corps, façonne nos paysages, irrigue nos cultures, et pourtant, son cycle est aujourd'hui bouleversé par le changement climatique. L'été 2025 a été le 3e plus chaud jamais enregistré en France. Le Sud a connu des épisodes de sécheresse, tandis qu'à l'inverse, les régions du Nord subissent désormais davantage d'inondations en hiver. Alors sécheresse d'un côté, inondation de l'autre, ces contrastes nous montrent une chose, notre manière de gérer l'eau doit évoluer. Entre pollution, accaparement de la ressource et tensions autour des usages, l'eau est devenue un enjeu écologique, économique et démocratique majeur. Alors, comment repenser notre rapport à cette ressource? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de vous accueillir Juliette Duquesne. Juliette, vous êtes journaliste indépendante, conférencière, autrice de nombreux ouvrages, dont L'eau que nous sommes, que vous avez coécrit avec Pierre Rabhi en 2018, et plus récemment, l'ouvrage Autonome et solidaire pour le vivant. Alors, Juliette, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur l'eau? Alors, ce qui m'a poussée à enquêter sur l'eau, en fait, c'était Pierre Rabhi, qui est décédé aujourd'hui, qui était paysan, philosophe, agroécologiste, qui avait grandi en Algérie et qui avait vraiment conscience de cette rareté de l'eau, de cet élément vital, de son importance, qui a voulu, dès 2017, enquêter sur ce sujet. J'avoue que c'est un sujet qui m'a particulièrement passionnée, tout simplement parce que c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a parfois oublié, alors là, le changement climatique nous le rappelle, que voilà, l'eau a vraiment une importance. En 1954, il y avait seulement 25% des logements qui avaient l'eau courante et les WC. On a mis au cours du XXe siècle 1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds pour gérer cet élément vital. Et c'est vrai que le changement climatique, comme vous venez de le dire, est souvent révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau, dans le sens où le changement climatique sur la planète, il ne va pas avoir moins de pluie. Il va même avoir un peu plus de pluie avec le changement climatique, mais il y a des régions où il va y avoir plus de sécheresse, et puis selon les périodes de l'année, avec des périodes plus longues et plus d'inondations et de pluies intenses à certaines périodes, et plus aussi d'événements extrêmes. Et souvent, le changement climatique va être révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau, parce qu'au cours du XXe siècle, on a aussi énormément augmenté notre consommation d'eau. Les prélèvements d'eau ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population. Donc même si le changement climatique a des conséquences vraiment dramatiques sur l'eau, même sans le changement climatique, on aurait un problème d'eau parce qu'on consomme beaucoup trop d'eau. Et alors justement sur la notion de consommation, dans vos ouvrages, vous faites effectivement attention aux définitions, au choix des mots, vous distinguez l'eau utilisée de l'eau consommée. Alors pourquoi c'est important? Peut-être si vous avez des ordres de grandeur, des chiffres à nous communiquer. Oui, ça c'est important parce que parfois dans le débat public, ça peut prêter à confusion. C'est-à-dire, en fait, quand on se lave les mains, on utilise de l'eau. L'eau, elle repart dans le système. Elle va partir après dans la station d'épuration et autres, mais elle repart dans le système. Elle n'est pas consommée. C'est pour ça qu'en France, le secteur qui utilise le plus d'eau, c'est le nucléaire. Le nucléaire les centrales vont rejeter une eau qui va être plus chaude avec beaucoup de déchets, dont le tritium et l'iode 129. On ne va pas faire un débat sur le nucléaire parce que ça ferait l'ensemble de l'interview. Mais le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture, parce que la plante va consommer une grande partie de l'eau. Donc, par exemple, en France, l'eau consomme 58%, l'agriculture, consomme 58% de l'eau, et en été, beaucoup plus, notamment à cause du maïs, ça équivaut presque à 80% de l'eau en été, et dans le monde, les proportions sont aussi importantes, c'est l'agriculture qui consomme largement le plus d'eau. Alors, il ne s'agit pas du tout d'accuser les agriculteurs, mais au cours du XXe siècle, un peu partout dans le monde, on a énormément augmenté cette consommation d'eau parce qu'on irrigue plus. Par exemple, en France, entre 1970 et 2000, les surfaces irriguées ont triplé, notamment pour produire du maïs, pour nourrir des élevages industriels. Donc, c'est ces évolutions-là qui ont fait qu'on consomme plus d'eau qu'avant. Et alors justement, dans l'actualité, on entend souvent parler de bonnes ou mauvaises solutions, des fausses bonnes solutions d'ailleurs aussi, dans l'actualité. Effectivement, les méga-bassines, on en parle très souvent, en Vendée, en Deux-Sèvres, Sainte-Soline étant les plus médiatisées. Aujourd'hui,
quid de ces solutions? Qu'est-ce que vous en pensez? On parle aussi du fait de dessaler l'eau de mer. Est-ce que ce sont des bonnes solutions ou pas? Alors, c'est comme souvent sur les sujets liés à l'écologie, au lieu de se dire on va réduire notre consommation d'eau, et là on pourrait vraiment le faire parce on confond parfois les besoins vitaux. On a besoin d'eau pour se nourrir, on a besoin d'irriguer. 16% des terres sont irriguées dans le monde et elles produisent 44% de la production mondiale. Donc on a besoin d'irriguer, mais à chaque fois se demander irriguer pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'irriguer autant de maïs qui vont en plus beaucoup utiliser de pesticides et donc on va avoir de l'eau polluée pour nourrir des élevages industriels? Il me semble que non. Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au lieu de se dire on va réduire notre consommation d'eau, on va trouver des fausses bonnes solutions, comme par exemple dessaler l'eau de mer. On se dit il y a plein d'eau salée sur la planète, donc dessalons cette eau. On sait qu'on va consommer de l'énergie, parce qu'on va pour tout faire marcher ces systèmes d'osmose inverse, on va avec des membranes, on va consommer beaucoup d'énergie et donc on va émettre des gaz à effet de serre et donc polluer davantage. Et puis on ne sait pas quoi faire de tout ce sel qu'on va rejeter dans la mer. Et donc ça va perturber la biodiversité, ça va faire plein de petites mers mortes. Et donc on ne sait pas quoi faire de tous ces déchets. Sur les bassines, qui est un sujet très sensible en France, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas du tout d'accuser les agriculteurs, mais un modèle qui est encore mis en avant aujourd'hui et beaucoup soutenu. Et donc, on sait très bien que les bassines, certains parlent même d'accaparement de l'eau parce que c'est seulement pour quelques agriculteurs et que notamment dans les Deux-Sèvres, dans toute cette région-là, on ne sait pas combien on peut prendre d'eau l'hiver pour pas avoir d'impact. Ou alors, on sait que notamment quand il va y avoir des hivers secs, si on prend trop d'eau pour remplir ces bassines, ça risque d'avoir un impact considérable sur la biodiversité. Pour rappeler, les bassines, ça ne récolte pas l'eau de pluie, ça prend l'eau des rivières et des nappes phréatiques l'hiver pour irriguer l'été. Donc ça peut être pour le maïs, on peut faire aussi des bassines pour irriguer des vignes ou pour notamment faire de la neige artificielle. Donc je pense que la question importante à se poser à chaque fois, c'est pourquoi on irrigue? Et donc, c'est ce sujet-là qu'il faut se poser. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est essentiel de faire encore de la vigne alors qu'on a une surproduction? Mais je le répète encore, il faudrait dans ces cas-là faire évoluer toute la chaîne alimentaire pour que les paysans puissent vivre de leur production. Oui, effectivement, on comprend en tout cas cette tentation de se questionner sur les bassines, le dessalement de l'eau de mer aussi. Mais alors, est-ce qu'on a des solutions qui sont viables? Oui, il y a des solutions qui sont viables. Alors, la première, je tiens quand même à la rappeler, ça serait de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. On le fait en France, mais pas suffisamment, dans le monde encore moins. Donc, si on ne veut pas avoir encore plus d'impact sur le cycle de l'eau. On a déjà énormément de conséquences, notamment tout autour de la mer Méditerranée. On le voit aujourd'hui avec des régions qui ont des sécheresses dramatiques. Et donc, avec l'été, on peut même avoir des coupures d'eau au robinet. Donc, la première chose à faire, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon bien plus drastique. Le changement climatique n'est pas une fatalité. Certes, c'est important peut-être de s'adapter, mais ce n'est pas que s'adapter, c'est aussi réduire et diminuer les causes. La deuxième chose, vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait changer bien plus profondément le modèle agricole et alimentaire. Ça serait dire de passer à des modèles d'agroécologie paysanne. On va cultiver avec pas de pesticides, donc on ne va pas polluer l'eau, la biodiversité et après avoir des traces aussi dans notre eau du robinet. Et en plus, on consommera beaucoup moins d'eau. Donc changer de modèle agricole, c'est essentiel. Quand je parle d'agroécologie paysanne, je parle d'un système agricole où on change profondément les pratiques. On ne retire pas juste les pesticides. On va cultiver en harmonie avec le vivant, avec des cultures associées, utiliser du compost et tous des systèmes qui sont expérimentés et qui marchent très bien depuis des dizaines d'années. C'est prouvé qu'on pourrait tout à fait nourrir la planète en changeant de modèle agricole. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faudrait vraiment remettre les paysans au cœur de nos sociétés. Il faudrait 2 fois plus de paysans en France. On ne va pas forcer les gens à devenir paysans, donc il faut qu'ils aient envie de devenir paysans, donc il faut qu'ils puissent vivre de leur production. Donc ça veut dire que ça demande aussi un changement de l'ensemble de la chaîne alimentaire, qu'on ne vende pas toute nos nourritures en grande et qu'on n'achète pas toute notre nourriture en grande surface, parce que souvent la grande surface vont faire pression sur les prix et les agriculteurs pourront pas vivre de leur production. Donc ça vaudrait presque que je revienne juste pour parler de ce point-là, mais il y a plein de façons de réformer notre chaîne alimentaire pour que les paysans puissent vivre de leur production.
l'agriculture et l'alimentation sont intrinsèquement liées à l'eau, que ce soit pour la consommation et pour la pollution. Hmm. Donc on comprend bien effectivement cet enjeu aussi structurel. Il y a des solutions évidemment locales, vous parlez du petit cycle de l'eau, mais des enjeux structurels derrière. Et alors justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des solutions politiques très concrètes qui pourraient être mises en place selon vous? Oui, alors il y a plein de solutions politiques qui seraient possibles. Alors déjà, faire des réductions de consommation, d'énergie, pour pas polluer, pour pas émettre, davantage, de gaz à effet de serre. Ça serait un point nécessaire. La sobriété, réduire est quand même un point essentiel lié à l'écologie. On pourrait aussi réorienter les aides de la politique agricole commune pour que ce soit plus, en faveur d'une autre, agriculture, de l'agroécologie, paysanne, voilà, pour aider les agriculteurs. Je pense aussi, et ça je le vois à travers toutes les conférences que je peux faire en France et à travers cette enquête que j'ai faite depuis pendant plusieurs années, j'ai interrogé plus d'une centaine de personnes, c'est de voir que l'eau, ça se gère forcément localement. On ne va pas gérer l'eau de la même façon à Paris qu'en Bretagne, que dans les Pyrénées-Orientales. Et donc l'eau, aujourd'hui, c'est un élément qui nous divise énormément. On parle même de guerre de l'eau avec les bassines et dans de plus en plus de régions, d'accaparement de l'eau. Mais l'eau, ça peut être aussi un formidable élément pour nous unir. Il peut autant nous unir que nous diviser. Et je vois, moi, qu'à l'échelle des territoires, les citoyens se sentent de plus en plus concernés par ce sujet. Il y a de plus en plus d'associations qui se fondent un peu partout en France parce que les gens sont inquiets de l'eau qu'ils boivent et de l'eau qu'il y a au robinet notamment. Et je pense que l'eau peut nous permettre, dans notre période où on est en déni démocratique sur certains aspects, en faillite, où il y a beaucoup de crises démocratiques en tout cas, on pourrait vraiment revoir notre façon de gérer l'eau dans ces fameux comités de bassin où il faudrait que les associations de consommateurs, les associations environnementales, les citoyens soient plus inclus, soient plus impliqués dans la gestion de l'eau. Et donc, je pense que l'eau peut être aussi un formidable élément pour faire démocratie au niveau des territoires et en prendre soin parce que cet élément vital est essentiel. C'est l'eau d'eau. On est fait d'eau dans notre corps, voilà, est composé d'eau, pardon. Donc, l'eau peut autant nous unir que nous diviser. Donc, il y a beaucoup de solutions politiques qui peuvent être prises au niveau global, mais aussi au niveau des territoires. On est bientôt aux élections municipales. Et moi, je l'ai vu à travers mon enquête, il y a beaucoup de communes qui mettent en place, par exemple, des actions avec les agriculteurs qui ne polluent pas l'eau au niveau des endroits où on va prendre l'eau pour faire de l'eau potable. On appelle ça les captages d'eau. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui sont faits entre communes et agriculteurs. Par exemple, on va mettre autour des captages d'eau de l'agriculture bio, des prairies, et la nourriture ce qui va être produit à ces endroits-là va être vendue soit dans les cantines. On va assurer un revenu à l'agriculteur. On peut même aussi payer les agriculteurs pour des services rendus, en fait. Et on voit que ça marche quand on met ces mesures de prévention. Ça coûte jusqu'à 87 fois moins cher de mettre en place ces mesures de prévention plutôt qu'après dépolluer l'eau. Donc c'est intéressant de voir qu'au niveau local, on y arrive et donc il suffit aussi de développer beaucoup plus ces mesures de prévention plutôt que de dépolluer l'eau après. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Puis ça donne aussi de l'espoir, parce qu'effectivement, on l'a vu, c'est un enjeu complexe, hein, la question de l'eau, mais c'est effectivement se dire qu'à l'échelle locale, on peut recréer aussi un tissu, que différents acteurs se mettent autour de la table et essayer d'avancer, de faire vivre aussi la démocratie. Ça donne effectivement beaucoup d'espoir. Vous dites souvent dans vos conférences qu'il ne faut plus voir l'eau comme un déchet. Oui, on peut voir l'eau. C'est vrai comme je le disais tout à l'heure, on a mis 1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds. Donc, on pense souvent que l'eau doit tout de suite partir. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir des grandes villes comme Paris, parce que l'eau était source de maladies, en fait. Donc, on le voit comme un déchet. Et ça, c'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations à faire autour du petit cycle de l'eau. Quand je dis innovation, ça peut être, c'est pas forcément des innovations technologiques, ça peut être des innovations sociales ou des innovations un peu différentes. Et on peut, par exemple, essayer de plutôt traiter l'eau sur place que de le traiter bien plus loin dans des stations d'épuration. J'avais notamment interrogé une PME qui faisait des jardins filtrants comme ça et qui recréait comme des petites zones humides pour traiter l'eau sur place. Et après, l'eau était utilisée notamment, par exemple, pour arroser des jardins ouvriers.
plutôt que de le voir comme un déchet. Ça, je pense que notre rapport à l'eau, de toute façon, est en train de changer. On n'a pas le choix, hein. On se retrouve quand même avec de plus en plus de problématiques liées à l'eau. Et il faut faire attention aussi à ne pas séparer la problématique de la pollution de l'eau de la consommation de l'eau. Tous ces sujets sont intrinsèquement liés. S'il y a moins d'eau, l'eau va être plus polluée. S'il y a une eau polluée, on va fermer des captages d'eau. En France, on a fermé énormément de captages d'eau. Et si on ferme ces captages d'eau, c'est de l'eau dont on n'aura pas accès, notamment dans les périodes difficiles de sécheresse, pour avoir de l'eau à son robinet quand même. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Juliette, pour votre pédagogie, votre temps et puis cette note aussi d'espoir, effectivement. Merci d'avoir écouté la question météo-climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait et qu'il fera. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.